Axel Poniatowski, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir bravé avec nous le froid, la neige et le verglas pour être des nôtres. Ça n'a pas été trop difficile? Non, le métro est là et donc c'est très commode. Vous nous expliquez d'ailleurs, parce que vous êtes maire, que c'est difficile de saler les rues quand il y a une couche de neige de cette importance. Oui, il faut que nos concitoyens, d'une façon générale, sachent que ça ne sert à rien de saler les rues lorsque vous avez une couche persistante aussi importante sur les chaussées. Il faut faire passer des camions avec des lames, n'est-ce pas, pour pousser la neige, mais saler actuellement ne sert à rien. Alors, 8 jours après l'intervention française au Mali, on va parler de l'actualité, et 3 jours après le déclenchement de l'assaut des forces algériennes qui s'est terminé maintenant, est-ce que vous êtes de ceux qui critiquent le raid mené par l'armée algérienne sur le site? Je ne le critique pas, j'en prends acte. Mais il faut bien voir que l'issue de cette prise d'otages n'est pas un succès, c'est un échec. Quand vous avez autant d'otages qui ont été exterminés par ces terroristes, malheureusement c'est un échec. Et je dois dire que je suis absolument stupéfait d'avoir entendu les termes utilisés par François Hollande et appuyés par Laurent Fabius, François Hollande qui a déclaré que les forces algériennes avaient utilisé des moyens adaptés à la situation. Voilà, c'est-à-dire je pense que c'est une formidable bévue d'expression utilisée par le président de la République. Enfin, c'est tout à fait choquant quand vous avez plus d'une trentaine de morts à l'issue de cette prise d'otage. Donc je condamne fermement les termes utilisés par François Hollande. Je considère que c'est probablement une bévue de sa part. J'ose espérer qu'il a été pris de court lorsqu'on lui a posé la question, mais c'est tout simplement choquant. Alors, pour autant, je ne veux pas condamner les autorités algériennes qui, on sait bien, ont leur méthode dans ce genre de situation et où pour eux, le seul objectif, c'est de faire en sorte que cette prise d'otage se termine dans les plus brefs délais et de neutraliser, d'éradiquer les terroristes, et où finalement leur première préoccupation n'est pas les otages, n'est-ce pas? Alors justement, est-ce qu'avec cette méthode, si on peut dire, la vie des otages aurait pu être sauvée? Malheureusement, je vais vous dire, moi, dès l'instant où j'ai su que cette prise d'otage avait été réalisée, était aussi compliquée, je m'attendais dans tous les cas à une issue tragique, parce que je connais les méthodes utilisées par les autorités de cette région, où le seul objectif, je vous dis, c'est d'éradiquer les terroristes et non pas d'épargner la vie des otages. Donc malheureusement, on pouvait s'attendre à une issue tragique, ce qui a été le cas. Fondamentalement, il ne reste pas moins que c'est un échec, même si la totalité des terroristes ont été éradiqués. De nombreux pays tels que la Grande-Bretagne ou le Japon attendent des explications justement de la part des autorités algériennes, en tout cas des éléments de réponse, des explications. Quoi qu'il en soit, et les autorités algériennes vont parler ou ne vont pas parler, pourquoi un tel brouillard, autant de mystères, si peu de transparence sur le déroulé de l'opération? On peut subodorer la façon dont ça s'est passé. Je crains malheureusement qu'il n'y ait pas beaucoup d'explications à attendre et à recevoir. Je veux dire, le résultat est là et il est auto-compréhensible de ce qui s'est passé. Alors, on aura probablement, à travers les survivants, un certain nombre d'explications, mais on voit bien la façon dont se sont déroulés les événements et on voit bien que l'unique objectif était l'éradication des terroristes. Alors, le résultat est là. Est-ce que l'Algérie va aller maintenant au Nord Mali, maintenant qu'elle a été attaquée dans ses sites stratégiques? Là, d'abord, je pense qu'elle va renforcer la sécurité de ces différents sites. Vous savez qu'il y a beaucoup de sites pétroliers dans toute cette région de Hassim et Saoud, et c'est très important qu'on voit bien que la sécurité du site était en réalité mal assurée, hein. Donc je pense qu'il va y avoir des dispositifs importants qui vont être pris dans ce sens-là. Deuxièmement, l'Algérie a fermé sa frontière. Le problème, c'est qu'évidemment, il ne suffit pas simplement de le déclarer, encore faut-il mettre les moyens pour s'assurer que la frontière soit véritablement imperméable, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais je pense que c'est un élément qui est très important, parce qu'on sait bien que ces groupes terroristes viennent se réfugier régulièrement dans le sud algérien, qui leur sert un peu de base arrière.
tout comme les zones tribales au Pakistan servaient de refuge, de base arrière aux talibans afghans. On est dans une situation qui est un peu semblable. Je pense que les Algériens prendront les mesures nécessaires parce qu'ils en ont les moyens, ils en ont, je pense, la volonté pour faire en sorte que le sud algérien, petit à petit, soit une zone où les terroristes ne puissent plus venir se réfugier. Hier, François Hollande a déclaré que la France restera justement au Mali le temps nécessaire. Est-ce que c'est une réponse adaptée à la situation dans le pays actuellement, puisqu'on dit aussi que la France ne va assurer, et en tout cas ne veut pas du tout se substituer aux forces de la CEDEAO qu'on attend toujours, mais est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire de dire et l'un et l'autre en même temps ? C'est un peu contradictoire, mais je suis heureux, là pour le coup, d'entendre François Hollande dire qu'il ne veut pas se substituer aux forces de la CEDEAO, parce que c'est véritablement tout le problème. Dans ce genre de situation et d'intervention, on sait quand et comment ça commence, on ne sait jamais quand et comment ça se termine. Autant nous, et moi personnellement, avons approuvé l'intervention française à travers les frappes aériennes, puisqu'on nous avait expliqué qu'il s'agissait de stopper une colonne de djihadistes qui fonçait sur Bamako pour prendre le contrôle de Bamako et pour faire en sorte que le Mali tombe sous la coupe d'un État ou d'éléments terroristes. Donc là, nous avons approuvé, j'ai approuvé, et je considère qu'il fallait effectivement intervenir rapidement. Là où personnellement je suis beaucoup moins d'accord, c'est en ce qui concerne l'envoi de forces terrestres combattantes françaises. Je considère que c'est une erreur, que autant, bien évidemment, nous avons une obligation de combattre le terrorisme, c'est très important, mais que nous le fassions avec nos moyens aériens, que nous le fassions en support logistique, que nous le fassions à travers des actions de formation des armées de la CEDEAO, oui. Mais donc c'est une erreur, je vous coupe, pardonnez-moi, mais c'est une erreur stratégique au sens militaire du terme ou une erreur diplomatique ? Et politique. Et politique aussi. Et politique, si vous voulez. Je considère que nous n'avons plus à envoyer des forces terrestres françaises aujourd'hui en Afrique. Je veux dire, on n'a pas à retomber dans toute la problématique de la France-Afrique, n'est-ce pas ? Et cette intervention et la façon dont elle se déroule commence à fort y ressembler. Alors, est-ce que c'est pas un argument qu'on a souvent utilisé, y compris sur la Libye, l'argument de l'enlisement, etc. Sur le Mali, d'une manière générale, on a l'impression que l'union nationale qui était de mise il y a quelques jours n'aura pas duré longtemps. Il y a des porte-paroles de l'UMP qui dénoncent l'impréparation, l'isolement de la France dans ce conflit. Copé, Wauquiez, Juppé, vous-même. Est-ce que ça vous amène à remettre l'engagement en cause, l'engagement lui-même? Est-ce que François Hollande pouvait faire autrement? Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? D'abord, moi je conteste le terme d'union nationale. Il n'y a pas eu d'union nationale. Je veux dire, on ne nous a... Ou d'union sacrée. Non, mais il y a union nationale lorsque nous participons à la décision. Bon, on ne nous a jamais consultés pour participer à cette décision d'intervention, n'est-ce pas ? Nous l'opposition, nous avons été mis devant le fait accompli. Vendredi dernier soir, intervention, François Hollande décide d'intervenir. Ce sont ses prérogatives de chef de l'exécutif, je ne les conteste pas, à travers des frappes aériennes. Nous approuvons, je viens de vous le dire, ces frappes aériennes, car il s'agissait de stopper cette colonne... L'avance vers Bamako. Voilà, cette colonne de djihadistes vers Bamako. Dans la foulée... Dans les 48 heures, François Hollande décide d'engager des forces combattantes terrestres françaises. Là aussi, jamais nous n'avons été consultés. Et là, nous disons, enfin tout au moins moi je dis, parce que je sais que ça n'est pas unanimement partagé dans mon propre camp, mais moi je dis, ça c'est le pas de trop. Ça n'est pas à nous d'aller combattre au sol aujourd'hui au Sahel. Ce sont aux forces de la CEDEAO. Et vous savez... Aussi bien le Mali est un État totalement déliquescent depuis maintenant une quinzaine d'années, à travers les révoltes successives des Touaregs, à travers les coups d'État qui se sont succédés, à travers la présidence d'ATT qui a été malheureusement désastreuse. Et par conséquent, c'est un État où les grandes fonctions régaliennes ne sont plus du tout assurées. Ça n'est pas le cas
des États riverains. Vous prenez la Mauritanie, vous prenez le Tchad, vous prenez le Sénégal, vous prenez le Niger. Ce sont des États qui fonctionnent. Bon, ils fonctionnent à leur manière, mais ce sont des États qui fonctionnent avec des armées qui sont réelles. Bon, et bien par conséquent, ce sont à ces États d'intervenir plus rapidement. On voit bien qu'aujourd'hui, ils traînent un peu la jambe, je dirais. Eh bien, il faut que ces interventions, qui est en train de se mettre en place, n'est-ce pas, soient sur le sol beaucoup plus rapidement, et que ce soit eux qui prennent leurs responsabilités au sol, avec bien sûr un soutien de la part des pays et de la communauté internationale et des pays occidentaux. Alors donc, vous reprochez à la France d'être seule. Il y a quand même des soutiens. C'est vrai qu'il n'y a pas de soldats au sol, mais de soldats en soutien. Mais les choses peuvent évoluer. Et puis, il y a quand même une résolution de l'ONU. Oui, enfin, la résolution de l'ONU, la résolution 2085 de l'ONU, précisait l'autorisation d'envoyer 3000 soldats au sol de la CEDEAO, je vous le rappelle. Bon, donc, si vous voulez, le fait d'avoir envoyé des forces combattantes françaises... Il y a 2000 Français actuellement. C'est quand même un peu une déviation de la résolution elle-même. Nous, notre place est d'être là en soutien des forces terrestres de la CEDEAO, avec nos amis européens et avec les Américains. Ça n'est pas d'être au sol. Je trouve que c'est une décision qui est beaucoup trop précipitée, avec un interventionnisme français au sol qui a des relents de néocolonialisme que personnellement je désapprouve. Et autant que nous soyons là en soutien, oui bien sûr, mais pas de forces combattantes au sol. Mais justement, on peut se poser la question aussi, vu l'intensité de cette implication française, des capacités réelles des troupes de la CEDEAO. Est-ce que l'Union européenne, là, avec son aide, notamment de 50 millions, va pouvoir aider à former ces troupes? Est-ce que si demain Paris laisse le terrain, si je puis dire, aux troupes africaines, est-ce qu'elles seront en état tout simplement de pouvoir faire le travail que nos forces tricolores sont en train de faire sur le terrain? Oui, ma réponse est oui. Je veux dire, elles le feront probablement pas aussi bien que les forces françaises combattantes, mais je veux dire qu'elles puissent le faire, la réponse est oui. Là où la position de la France a été, je crois, positive, et cela depuis longtemps, c'est que nous alertons depuis très longtemps tous les pays européens sur la dangerosité de la situation au Sahel. Et c'est vrai qu'on n'a pas été très écoutés. Pourquoi ? Parce que le Sahel n'intéresse pas grand monde. Mais il faut bien que la communauté internationale comprenne que ce qui se passe au Sahel est un véritable danger pour toute la communauté internationale, et que si on ne fait rien, on assistera dans les mois à venir à des actions qui peuvent être tout à fait excentrées de la seule zone du Sahel. Et les Européens ont trop tardé, selon vous, à soutenir la France ? Clairement, les Européens ont trop tardé à prendre conscience de la gravité de la situation. Je crois que tout le monde comprenait bien que c'était un problème. Vous savez, il faut bien voir que l'action de ces terroristes djihadistes au Sahel, elle est politique, mais elle est aussi essentiellement mafieuse. N'est-ce pas ? Tout ça, ça fonctionne par les trafics de drogue, en tout genre, d'otages, en tout genre qui peut exister. Et d'armes. Je veux dire, donc, on est dans une situation qui est à la fois une situation de revendication politique, mais surtout de groupes mafieux. Et par conséquent, il est très important d'éradiquer cela le plus rapidement possible. Alors Axel Poniatowski, on va changer de côté, comme on dit au football, encore qu'il y a des passerelles entre les deux régions. Des élections ont lieu mardi prochain en Israël. Le Parti socialiste en France soutient le Parti travailliste israélien. Est-ce que l'UMP soutient M. Netanyahou, qui est donné favori à ces élections ? À l'UMP, on n'a jamais soutenu tel ou tel parti dans la configuration politique israélienne. Donc il n'y a pas un soutien, il peut y avoir un soutien de tel ou tel, n'est-ce pas, en tant que personnellement, mais il n'y a pas un soutien officiel du parti à l'égard de qui que ce soit. Et en revanche, si Netanyahou est, comme a priori attendu, réélu son fauteuil de Premier ministre, selon vous, en tant qu'observateur, comment le futur Premier ministre israélien pourrait-il relancer le processus de paix avec les Palestiniens, qui est plus que franchement au point mort ? Je pense que ça sera très difficile. Une fois de plus, cette affaire dure depuis maintenant tellement longtemps que ça sera extrêmement compliqué. Moi, je ne me lasse pas de dire tout de même qu'il y a quand même en
en Israël ce problème constitutionnel dont je regrette beaucoup que l'Israël ne puisse pas sortir. Et le fait de ne pas être dans la possibilité qu'Israël puisse constituer des majorités qui soient des majorités extrêmement claires, n'est-ce pas, sur un projet ou sur un programme qui soit extrêmement clair, je pense, rajoute beaucoup à la difficulté. Je ne dis pas du tout que ce soit la raison de la problématique actuelle et du conflit israélo-palestinien, du tout. Je pense quand même que ça rajoute beaucoup à la difficulté. D'autant que le Premier ministre a quand même, dans le système israélien, même si c'est un système à la proportionnelle, les facultés de prendre des décisions, comme le président français peut prendre des décisions quand le contexte l'exige. Oui, le Premier ministre israélien a des pouvoirs qui sont très importants. En même temps, il est obligé de tenir compte de la coalition qui le soutient. Et on sait bien que ces coalitions, à chaque fois, sont extrêmement difficiles à avoir une politique qui soit constante, pérenne et très claire. Vous pensez qu'il y a des surprises? D'abord, je voulais vous dire que nous organisons ici, avec Radio Shalom et avec l'Arche, une soirée élection israélienne avec des commentateurs, des analystes et des représentants politiques. Il y aura David Assouline pour le Parti socialiste et on serait très heureux que vous veniez puisque vous connaissez très bien ces sujets. Donc je vous invite. Si merci de votre invitation. Un mot. Jonathan Sixou. Oui, encore dans l'actualité internationale, un mot, si vous le voulez bien, sur la Syrie. Le Monde annonce ce week-end que le régime aurait utilisé des armes chimiques à Homs le 23 décembre dernier. Pas des gaz, mais plutôt des armes chimiques paralysantes. Si c'est le cas, parce que l'info doit encore être confirmée en tout cas, est-ce que ça ne va pas mettre la communauté internationale au pied du mur pour une éventuelle intervention, puisqu'on se souvient aussi bien du discours de Barack Obama en août dernier, de celui de François Hollande à la tribune de l'ONU en septembre, qui disait que si Damas utilisait des armes chimiques, eh bien c'était la porte ouverte à une intervention. Non mais en Syrie, la situation est véritablement épouvantable avec un régime, là pour le coup terroriste. On voit bien les méthodes qui sont utilisées, qui sont plus que condamnables, qui sont juste abjectes à l'égard de sa propre population. Donc on est vraiment dans une situation effroyable. En même temps, moi je pense qu'on ne peut pas intervenir en Syrie. La communauté internationale ne peut pas intervenir en Syrie. Car intervenir en Syrie, ce serait l'étincelle supplémentaire qui ferait que véritablement tout exploserait. On est dans la région la plus compliquée qui soit. Plus compliquée, avec la Syrie, avec Israël au sud, le Liban à côté, une frontière avec l'Irak, une autre avec l'Iran. Enfin, je veux dire, c'est une région mais totalement explosive. Si nous, occidentaux, nous intervenons là-bas, je pense que c'est le chaos absolu. Donc on ne peut pas s'engager dans cette direction-là. Alors on va parler un peu du mariage homosexuel qui va venir à l'Assemblée nationale dans quelques jours. Il y a eu des manifestations en province, petites manifestations contre le mariage homosexuel à cause du froid et de la neige. Mais enfin à Paris c'était assez massif et je pense qu'il y a d'autres manifestations qui sont prévues. Vous vous êtes prononcé vous-même avec Nathalie Kosciusko-Morizet pour une alliance civile en mairie. Quelle chance vous avez de rallier des députés autour de cette proposition? Nous sommes une minorité, je crois, représentative au sein de l'UMP sur cette ligne-là. Moi, j'avais été un des quelques rares députés qui, en mars 2011, avait voté à l'époque le projet de loi socialiste sur le mariage homosexuel. Mais à l'époque, la proposition de loi en question ne portait que sur l'alliance, que sur le mariage. Dans cette affaire du mariage pour tous, ce que moi je ne peux pas accepter, ce que je ne suis pas, c'est le problème de l'adoption et le problème de la filiation. S'il n'y avait que l'affaire du mariage, personnellement je le voterais. Je suis en revanche en opposition complète sur la possibilité d'adopter par des couples homosexuels. Et pas du tout parce que je pense que des couples homosexuels sont de mauvais parents, pas du tout. On a des tas d'exemples qui montrent que vous avez des couples homosexuels qui sont d'excellents parents avec les enfants. Mais pour moi, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est quel est l'intérêt de l'enfant. Et l'intérêt d'un enfant, ça n'est sûrement pas entre la possibilité d'être adopté par un père et une mère d'un côté,
ou par deux pères ou deux mères de l'autre, eh bien son intérêt, ça n'est sûrement pas d'être adopté par des couples homosexuels. Et ce qui me frappe dans tout ce débat, si vous voulez, c'est que je trouve que on ne porte pas du tout suffisamment les lumières sur, en réalité, quel est l'intérêt des enfants. Car c'est fondamentalement cela le sujet. Et c'est la raison pour laquelle je voterai contre ce projet de loi du mariage pour tous. Il y aura un vrai débat le 29, à partir du 29 à l'Assemblée. Vous pensez qu'il y aura un vrai débat avec la majorité? Oui, il y a même un débat qui va durer plus d'une semaine. Est-ce qu'on parle du référendum aussi possible sur cette question? Alors c'est ce que nous proposions, parce que c'est un sujet qui, on le voit bien, mobilise tellement les Français d'un côté ou de l'autre, que nous avons demandé à ce que finalement il puisse être tranché par référendum. Est-ce que vous pensez que c'est un débat transversal dans les partis? Parce que on a vu Georgina Dufoy, par exemple, manifester contre le mariage homosexuel avec Simone Veil. On voit aujourd'hui Franck Louvrier, qui était quand même le bras droit de Nicolas Sarkozy en matière de communication, dire qu'il est pour le mariage homosexuel. C'est un sujet transversal comme tous les sujets de société. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que chez nous, il n'y a pas de consigne de vote sur le sujet, n'est-ce pas? Mais d'un autre côté, il est vrai que dans leur grande majorité, la très 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 grande majorité, l'UMP est contre, hein, justement et essentiellement à cause de ce problème de l'adoption. Et je ne parle même pas de la procréation médicalement assistée, où là, c'est une raison supplémentaire qui nous ferait voter contre. Mais enfin, en l'état actuel, ça n'est pas dans le projet de loi. Et où vous avez le Parti socialiste qui, lui, est fondamentalement pour. On annonce encore des fermetures dans l'automobile, chez Renault. François Hollande pourra-t-il tenir son pari et inverser la courbe du chômage? Non. Non, en 2013, malheureusement, il n'inversera pas la courbe du chômage en 2013. Ça sera une année mauvaise pour nous, très délicate. Et tant qu'on ne prendra pas des mesures de compétitivité plus favorables pour nos entreprises et d'assouplissement de toute la réglementation du travail, nous ne sortirons pas de cette situation chaotique pour nous. Nous terminons sur la question MyBooks. Olivier Simon. Oui, alors MyBooks, MYBOX, c'est un site d'actualité littéraire. Et donc la question MyBooks, elle est simple, Alex Poniatowski. Quel est actuellement votre livre de chevet? Ben là, je débute tout à fait le Goncourt, mais je termine un excellent livre qui est La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker, qui est un livre que j'ai beaucoup aimé, qui est un gros pavé de 600 pages, où je trouve qu'à la fois c'est une très belle histoire d'amour, qui est limite, mais qui est tout de même très belle, une excellente intrigue. Et puis en plus, moi j'aime beaucoup les États-Unis, le tout se déroulant dans une petite ville de Nouvelle-Angleterre et où on voit bien c'est un très bon descriptif en réalité de cette vie quotidienne en Nouvelle-Angleterre. Alors donc La vérité sur l'affaire Harry Kéber, qui a été récompensé donc du Grand Prix du roman de l'Académie française, du Goncourt des lycéens, et c'est un livre donc qui contient de nombreuses réflexions, vous le disiez, sur la religion, la justice, les médias, et qui nous alerte sur ces dérives de l'Amérique puritaine. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces critiques qui sont proférées par l'auteur sur ce puritanisme américain? Oui, encore que ça n'est pas ce qui m'a le plus frappé dans le livre. Parce que, je veux dire, c'est pas une critique du puritanisme. L'histoire d'amour est entre un homme de 40 ans et une très 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 jeune fille. Donc on peut comprendre que ça puisse être surprenant comme type de relation. Encore que il y a aucun passage à l'acte, je dirais. Hein, ça reste tout à fait bien fondé. Mais c'est pas la caractéristique essentielle de ce livre. Alors quelle est-elle selon vous? Je vous dis, ça reste, je trouve, d'abord une formidable histoire d'amour, et puis une intrigue qui de bout en bout est très bien menée avec des tas de rebondissements sur fond de toile de vie en Nouvelle-Angleterre. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé le livre. Merci Axel Poniatowski. Je rappelle que vous êtes député du Val d'Oise, vice-président de la Commission des Affaires étrangères de